une des grosses questions, c'est si j'ai un impact sur la société, je vais avoir une diminution de mon confort de vie. C'est le truc que moi j'entends le plus dans les reconversions professionnelles. C'est un peu moins vrai en début de carrière, mais les personnes qui sont en reconversion, effectivement, c'est une question qui vient tout le temps. Et il y a une espèce de préjugé pour bosser dans l'impact, en fait, je vais diviser mon salaire par 2. Et ça, c'est pas vrai quand on regarde les chiffres. Là, je vais encore reciter l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, qui a fait une étude sur un cadre dans l'économie sociale et solidaire, donc les associations, les fondations, etc., et un cadre dans l'économie classique à compétences équivalentes. La différence, elle est de 10%. Donc, il y a un petit peu moins, mais 10%. Là où il y a des vrais écarts, c'est dans les très hauts salaires. Tu prenais l'exemple d'un trader, par exemple, ou de quelqu'un en banque d'investissement. Oui, effectivement, c'est parce que là, les salaires dans ces secteurs-là sont plutôt indécents. Et donc, non, une association ne va pas pouvoir s'aligner. Donc ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Si tu es en banque d'investissement, tu sais que tu vas effectivement diminuer ton salaire. Mais pour la majorité des gens, quand même, l'écart, il n'est pas si important que ça. Moi, la différence entre mon job d'avant, marketing, j'étais chez un acteur de VTC, je gérais une dizaine de personnes et j'ai perdu 10% de salaire en venant dans une association. Et c'était un choix que moi, j'ai fait. Ce qui est très important aussi à dire, c'est il ne faut pas avoir une posture sacrificielle en se disant oui, mais vu que je vais avoir du sens, c'est pas grave de diviser son salaire par 2. Parce que ça marche 1 ou 2 mois. Et puis quand tu vas commencer à avoir ton loyer ou ton emprunt à rembourser, tu vas te rendre compte que c'est pas marrant et que tu n'as pas envie de compter tes sous tous les jours, quoi. Ouais, et c'est clair qu'en plus, à l'envers, il y a quand même une sorte de consensus un peu tabou où quand c'est pour le bien commun, tu pourrais le faire gratuitement. Ouais. Et ça, faut se sortir de ça. Et moi, j'insiste vraiment auprès de tout le monde de dire non, t'as pas à être mal payé parce que t'as du sens. En fait, faut pas choisir entre sens et salaire. Peut-être tu peux faire des concessions, mais c'est un truc individuel de te dire, moi, le travail que j'ai fait, il y a pas mal d'outils. On parle de revenus induits par le besoin, de se dire, voilà, de quoi j'ai besoin. Et pas pour survivre, pour être heureux, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi mon niveau de salaire qui me satisfait. Et quand tu te poses ça, après, tu te dis, OK, je vais orienter mes recherches en fonction de ce niveau de salaire. Je prends l'exemple du trader. Si son niveau de salaire, c'est 200 000 euros par an, non, il va pas aller chercher dans les associations parce que ça, c'est pas possible parce que les salaires dans les associations, ils sont capés parce que tu as des critères limites de 1. Nous, chez Make Sense, je crois que c'est de 1 à 4. 1 à 4. On a fixé et après, dans la loi pour les associations et fondations, je sais pas exactement ce que c'est. C'est un A7, il me semble. Je crois que c'est un A7. Mais après, ça veut dire que le plus haut salaire ne peut pas être plus de 7 fois plus important que le plus bas salaire. Exactement. Donc, c'est ça où ça va caper. Mais encore une fois, le problème, il n'est pas tant de se dire, parce que par exemple, 7 fois un SMIC, c'est quand même un énorme salaire. Donc le problème, il n'est pas de se dire, c'est pas assez haut, c'est de se dire que les salaires dans la banque d'investissement, par exemple, sont délirants. Donc, pour revenir là-dessus, moi, je pense que c'est vraiment un sujet qui est fondamental dès le départ, d'être très au clair là-dessus, sur quel est le niveau de salaire dont j'ai envie et dont j'ai besoin. Et une fois que tu t'es fait ça, là, tu vas définir ton plan d'action. C'est-à-dire que ça va peut-être te limiter sur certains emplois, mais comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, il y a des milliers d'emplois qui existent. Et nous, c'est vraiment notre vocation chez Job.Make Sense, c'est de montrer qu'il y en a, nous, on en a 25 000 sur la plateforme et on est qu'au tout début, c'est de montrer qu'il y a une énorme diversité d'emplois qui existent. Et du coup, tu vas orienter en fait ta recherche en fonction aussi de ce critère de salaire. Sur la plateforme Job.Make Sense, est-ce que vous promouvez des jobs qui sont des jobs à impact dans des sociétés qui ne le sont pas? Ou est-ce que c'est très peu, il y en a quelques-uns et on fait attention justement pour éviter le greenwashing. Donc on trie vraiment sur le volet les entreprises qui peuvent rentrer. Aujourd'hui, c'est vraiment pas la majorité. Nous, la majorité des emplois qu'on a, c'est dans des associations. C'est après la moitié des jobs, c'est dans des associations. Et après, dans les entreprises, c'est plutôt des petites structures type start-up à impact ou des tiers-lieux ou des choses comme ça. Donc, on est plutôt sur le cœur des structures à impact, mais on ne s'interdit pas et on commence à le faire, d'avoir des plus grosses structures qui ont une vraie vocation à transformer leur activité et qui sont plutôt pionnières. En fait, on regarde notamment avec le plan de transformation de l'économie française du Shift Project. On regarde sur le secteur d'activité quelles sont les actions de transformation à mener. On vérifie si l'entreprise les mène ou pas. Et donc là, vous pourriez potentiellement avoir des Decathlon, des Patagonia, etc. Par exemple, Patagonia, Patagonia, je suis pas sûr qu'ils recrutent en ce moment en France, mais on peut avoir Loom, par exemple. Salomon, des trucs comme ça. Ouais, exactement. Okay. Est-ce que tu as
on a parlé du salaire. Est-ce que tu as d'autres clichés? Alors, je les appelle clichés, toi tu dis croyances limitantes. Oui, c'est un peu la même chose, mais je pense que c'est plus logique de les appeler croyances limitantes. T'en as d'autres en tête que le prix de vente de ton travail? La deuxième croyance qu'il y a, c'est un secteur bouché. Et moi, c'est un peu ce que je croyais, parce que j'avais un chasseur de tête qui m'avait dit, quand j'ai commencé ma transition professionnelle, qui m'a dit, vous savez, des gens de 40 ans comme vous qui veulent du sens, qui font du marketing et qui veulent du sens dans leur travail, il y en a plein et il n'y a pas de job. Et en fait, je pense qu'il avait une vision hyper restreinte de ce qu'était un job à impact et du potentiel qu'il y avait. Donc nous, vraiment, c'est pour ça que notre vocation, c'est d'ouvrir, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur les typologies d'emploi et les typologies de structure. C'est de montrer qu'en fait, souvent, on a des œillères. On se dit, bah tiens, de bosser dans l'impact, c'est uniquement bosser dans une ONG, faire de l'humanitaire, par exemple. Et quand on s'ouvre un petit peu ces œillères, on découvre que non, c'est pas du tout un secteur bouché. Au contraire, c'est un secteur d'avenir, en fait. Les chiffres montrent que ça ne fait que progresser. Il y a de plus en plus d'emplois là-dedans. Donc ça, c'est la deuxième croyance limitante. Et la troisième, c'est un petit peu, j'ai pas les bonnes compétences ou j'ai pas le bon CV. Il faudrait des compétences spécifiques pour exercer un métier dans l'impact. Et ça, c'est pareil, ça dépend vachement du métier. C'est sûr que si tu veux être ingénieur dans les énergies renouvelables, bah oui, il faut des compétences spécifiques. Ouais. Mais encore une fois, je reprends mon exemple, ça fait hyper nombriliste, là, j'arrête pas de parler de moi, mais on est là aussi pour l'exemple que je connais, de passer de marketing dans une structure classique à du marketing dans une asso, bah, il y a des soft skills, donc des compétences comportementales à acquérir, et il y a des pratiques à changer. Mais le cœur de métier, il est le même. J'ai pas fait une reconversion, j'ai pas changé de métier. Par contre, après, c'est vrai que dans le secteur de l'impact, il y a pas mal de compétences plutôt donc comportementales. Ça va être de la facilitation, de la communication non violente, parce que les types de structures sont un peu différents. Ça va être tout ce qui est facilitation. Il y a un petit peu ce travail-là à faire, ces compétences-là à acquérir. Ça peut s'acquérir sans formation. Hein. Ça peut être sur le tas quand tu arrives dans l'entreprise. En général, dans les associations, tu as ce type de formation. Puis après, il y a des compétences sur le secteur d'activité, mais ça, comme quand tu changes de secteur d'activité, si tu passes de la banque à l'assurance, il faut quand même te former à ce que c'est que l'assurance. Donc là, ça va être la même chose. Si tu pars sur un acteur des énergies renouvelables, bah forcément, tu vas te former sur le secteur d'activité. Et ce qui est plutôt cool sur les secteurs à impact, c'est que tu as énormément de ressources gratuites. Tu peux faire une fresque du climat, déjà c'est un bon départ. Tu peux, moi je regardais les MOOC de UNCC Learn, donc du site de l'ONU sur la transition climatique. Ils ont énormément de contenus gratuits qui sont géniaux. Donc tu as énormément de choses qui peuvent se faire et tu n'as pas besoin forcément de te lancer bille en tête dans une formation hyper chère, hyper longue pour devenir un expert de je ne sais quoi.